Il l'appelait l'or blanc, mais cette année, l'or s'est rebellé. En une nuit, 3,8 milliards de dollars d'échanges se sont figés, les machines se sont tues et, sous le soleil du Sahel, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a dit « assez ». 4 raffineries seront construites, chaque balle de coton filée, tissée et teinte sur le sol national pour que la richesse cesse enfin de quitter le pays. Mais qu'advient-il lorsqu'un petit État ose briser le modèle mondial ? Peut-être que cette fois, c'est l'Afrique qui dicte le prix du coton. Ce geste n'était pas seulement économique, c'était un pari sur la souveraineté. En bloquant l'exportation du coton brut, Ibrahim Traoré affirmait que la valeur d'un peuple ne se mesure pas au poids de ses balles, mais à la part qu'il garde de son travail. Les partisans embêtés ont vu l'aube d'une ère industrielle africaine. Les sceptiques, un saut dans le vide. Pourtant, pour la première fois, le Burkina Faso semblait choisir sa pauvreté ou sa prospérité de manière consciente. Les partenaires occidentaux prévoyaient chaos et inflation, mais sur les marchés de Ouagadougou, on parlait surtout de dignité retrouvée. Derrière chaque chantier, chaque machine remise en marche, se jouait une bataille silencieuse. Produire chez soi, décider pour soi. Ce choix risqué posait une question plus vaste. Combien de nations oseraient suivre le même chemin ? Et si ce pari devenait la première pierre d'une indépendance économique africaine durable ? En 3 semaines seulement, le Burkina Faso a transformé un embargo en manifeste. Derrière un chiffre, 3,8 milliards de dollars d'exportations suspendues, se cachait une décision politique sans précédent. Rapatrier toute la chaîne de valeur du coton. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 4 complexes industriels furent planifiés, Bobo Dioulasso, Koudougou, la frontière nigérienne et Ouagadougou. Chaque site devait filer, teindre et confectionner sur place. Dans les bureaux austères de la capitale, on parlait de souveraineté industrielle. Dans les marchés, on parlait de fierté. Ce renversement s'est produit après des décennies de dépendance. Depuis l'époque coloniale, le coton burkinabé alimentait les filatures européennes, un flux constant, invisible, qui enrichissait d'autres continents. Les fermiers voyaient partir leurs balles sans jamais voir les étoffes. Quand le gouvernement annonça qu'il garderait la matière première, ce fut perçu comme une rupture du contrat tacite entre Nord et Sud. Les médias occidentaux y virent un risque commercial, les villageois y virent enfin une promesse tenue. Les critiques soulignaient l'absence d'infrastructures, les soutiens évoquaient la jeunesse instruite et la coopération avec le Mali et le Niger. Des ingénieurs formés à Bamako et Conakry affluaient pour bâtir les premières lignes de production. Dans les champs, les coopératives de femmes reprenaient le fil de leur histoire littéralement. Pour le pouvoir burkinabé, ce pari allait bien au-delà du coton. Il symbolisait un changement de rythme, produire plus lentement, mais garder le fruit du travail. Le Sahel, souvent décrit comme une périphérie, devenait un laboratoire d'indépendance. Et la question désormais n'était plus si ce modèle tiendrait, mais combien de temps il faudrait avant qu'il s'étende. Dans un village proche de Koudougou, un vieil homme nommé Burahima se tenait un matin devant ses balles de coton empilées. Pendant 30 ans, il avait vu passer les camions vers des ports lointains sans jamais comprendre où finissait sa récolte. Aujourd'hui, les mêmes camions revenaient, chargés non de promesses, mais de machines. Dans son regard se lisait une incrédulité nouvelle. Pour la première fois, le coton restait ici. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré avait lancé un programme de réinsertion des producteurs. Ceux qui livraient autrefois à bas prix étaient désormais formés pour gérer de petites unités de transformation. Burahima devint contremaître dans une usine coopérative. Il ne vendait plus du coton, il vendait son savoir. Les femmes du village, regroupées en cercle, cousaient les premiers tissus estampillés fabriqués au Burkina Faso. Dans les villes, la mutation prenait forme lentement. Les radios diffusaient la voix du président mêlée au tambour. Dans les écoles, les enfants peignaient des fleurs de coton sur les murs. Le mot dignité devenait une leçon. Pour beaucoup, cette révolte tranquille ressemblait à une renaissance. Et au milieu de ce frémissement, Burahima résumait tout d'une phrase. « Peut-être que cette fois, nous tissons notre propre histoire. » Une phrase simple mais qui valait tout un programme, parce que la souveraineté commence souvent dans les mains d'un homme ordinaire. Tout commença par un décret d'à peine 3 pages.
En quelques heures, les exportations de coton brut furent suspendues, les navires restèrent à quai, les courtiers appelèrent Paris, Londres, Washington. Les réponses furent lentes, hésitantes. L'onde de choc se propagea dans les marchés à terme, le coton africain cessait d'être une matière première. Il devenait un symbole. Dans les ateliers de Ouagadougou, on dressait les plans des nouvelles raffineries. 4 complexes, 4 points cardinaux. À Bobo-Dioulasso, les ingénieurs travaillaient nuit et jour, improvisant avec le matériel disponible. Les lignes de tissage, encore incomplètes, tournaient déjà à moitié, juste pour prouver que l'idée fonctionnait. Chaque mètre de fil, produit localement, valait plus qu'une tonne exportée. Ibrahim Traoré visitait les chantiers sans protocole. Ses discours étaient courts, presque rudes. « Nous n'exporterons plus la pauvreté en balles ». Les foules répondaient par des chants. À travers le Sahel, on entendait les mêmes refrains. « Notre tissu, notre avenir ». Mais la riposte internationale fut immédiate. Les compagnies européennes annulèrent leurs commandes. Les bourses anticipèrent une chute. Le FMI diffusa un communiqué prudent, risque de déstabilisation régionale. Dans les couloirs, certains parlaient d'erreurs stratégiques, d'autres de libération historique. Pendant ce temps, sur le terrain, les effets prenaient corps. Des camions transportaient désormais le coton non vers les ports, mais vers les sites de construction. Les coopératives de femmes se transformaient en ateliers semi-industriels. Une génération entière de travailleurs ruraux découvrait l'usine avant de voir la mer. La réaction des marchés occidentaux atteignit son sommet 2 mois plus tard. L'Union européenne imposa un tarif de 35% sur les produits textiles burkinabés. Washington parla de concurrence déloyale. En apparence, le pays était frappé. En réalité, il se consolidait. Le boycott, paradoxalement, unifia la population. Dans les rues, les manifestations restèrent pacifiques. Des chants, des tambours, des drapeaux de coton blanc portant ces mots « Nous filons notre destin ». Au-delà du tumulte, un glissement silencieux s'opérait. Le Mali, le Niger, la Guinée se rapprochaient, des alliances techniques naissaient dans les marges des frontières. Les ingénieurs burkinabés formaient leurs voisins. Ce qui semblait une crise devenait un modèle régional. Et pourtant, derrière cette fièvre d'optimisme, un doute subsistait. Combien de temps avant que la pression extérieure ne s'intensifie? La réponse, Ibrahim Traoré l'a réservée pour plus tard. Parce qu'au cœur de cette tempête économique, une équation simple demeurait ouverte. Si la richesse reste chez soi, le monde entier viendra la contester. Avant la réforme, le Burkina Faso exportait plus de 90% de son coton brut. 12 mois plus tard, à la suite du décret présidentiel, cette proportion était tombée à 42%. Une chute spectaculaire qui marquait la bascule d'un modèle dépendant à une économie de transformation. Cette différence, ce delta, mesurait non pas une perte, mais un transfert de valeur, de l'extérieur vers l'intérieur. Le premier indicateur tangible fut l'emploi intérieur. Au cours du premier trimestre, les statistiques du ministère du Travail affichèrent une hausse de plus 6%. Chaque pourcentage représentait des milliers de postes créés dans les nouvelles filatures et dans les services logistiques. Le chômage rural recula pour la première fois depuis une décennie. Quand la machine tourne, la dignité aussi, avait résumé un contremaître. Deuxième repère, la dépendance aux importations de textiles européens. En 6 mois, elle diminua de 18%. Les ménages, d'abord méfiants, commencèrent à acheter local. Les marchés de Bobo-Dioulasso virent leurs étals se couvrir d'étoffes tissées sur place. Les économistes y virent un signal de confiance, plus solide qu'un taux de croissance. Troisième chiffre, 200 000 emplois projetés sur 5 ans, dont 60 000 déjà contractualisés. Ce volume ne provenait ni d'une aide internationale ni d'un plan d'urgence, mais d'investissements réalloués depuis les fonds publics et la coopération AES, Mali-Niger-Guinée. Chaque nouvel atelier devenait une preuve de concept. L'industrialisation pouvait naître sans capitaux étrangers majoritaires. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient pas des trophées, ils étaient des garde-fous. Il les citait non pour se justifier, mais pour montrer que la souveraineté pouvait s'exprimer dans les données autant que dans les discours. Lors d'un point de presse, il déclara « Ce n'est pas la taille du pays qui compte, c'est le pourcentage de courage qu'il ose investir. » Derrière les colonnes de statistiques se dessinait une logique d'ensemble. Moins d'exportation, et plus d'emplois,
Moins d'aide, il a plus d'autonomie, moins de dépendance, plus de contrôle. Les marchés occidentaux y virent un déséquilibre, le Burkina un rééquilibrage. Les analystes parlaient d'une expérience risquée. Les habitants, eux, parlaient simplement de normalité retrouvée. Et pendant que les économistes débattaient un des ratios, les usines continuaient à tourner, lentes mais constantes, comme si le pays tout entier avait trouvé sa propre cadence. Le premier argument, avancé par les milieux financiers occidentaux, tenait à la prudence. Le Burkina Faso risquait, selon eux, d'isoler son économie et de décourager les investisseurs. Privé de devises, le pays verrait ses réserves fondre et son industrie s'étouffer, faute d'importations essentielles. Ce scénario, répété dans les notes du FMI, prédisait une spirale, moins de commerce, moins de croissance, moins d'emplois. Le second argument venait de certains économistes africains eux-mêmes. Ils craignaient que la nationalisation partielle du coton ne crée une bureaucratie coûteuse, lente, vulnérable à la corruption. L'industrialisation, disait-il, exige du capital, pas seulement du courage. Une filature, même patriotique, ne remplace pas l'accès à des marchés mondiaux complexes. Pourtant, les faits contredisaient peu à peu ces deux thèses. Depuis la mise en œuvre du programme de réinvestissement, le Burkina Faso avait stabilisé ses réserves grâce à l'AES et à des circuits de troc régional. Les usines, loin d'être des gouffres budgétaires, tournaient à plus de 70% de leur capacité, un record pour un secteur né en moins d'un an. Les salaires restaient modestes mais réguliers. Les recettes fiscales locales augmentaient de 9% au deuxième trimestre. Ibrahim Traoré répondit sans détour. Ceux qui craignent le risque oublient que la dépendance coûte plus cher encore. Son gouvernement ne niait pas les défis, pénurie d'énergie, les manques de formation, pression internationale, mais il misait sur une variable que les modèles économiques négligent souvent, la fierté. Une population convaincue d'être actrice de sa richesse devient à long terme plus productive qu'une main-d'œuvre soumise à la peur du marché. Au fond, le débat n'opposait pas deux chiffres, mais deux visions. Celle d'un monde où tout s'achète et celle d'un continent qui veut enfin fabriquer. Tout bascula en un discours. Un matin de juillet, Ibrahim Traoré apparut à la télévision nationale, flanqué non pas de ministres, mais d'ouvriers en bleu de travail. Sa voix resta calme. Si notre tissu est puni pour être africain, alors nous le porterons nous-mêmes. Cette phrase, brève comme un coup de marteau, déclencha un séisme diplomatique. En 24 heures, le Burkina Faso suspendit les licences d'importation de plusieurs marques européennes et lança la doctrine coton pour coton. Toute taxe sera rendue par une taxe. L'Occident parla d'insubordination, le Sahel parla de justice. Dans les rues de Ouagadougou, les tambours remplacèrent les slogans « Nulle violence, seulement des chants ». Sur des drapeaux de coton blanc, on lisait « Nous filons notre destin ». Ce jour-là, la rébellion du coton devint une affaire d'identité. Pour la première fois, le mot « travail » sonna plus fort que le mot « aide ». Et le monde, qui croyait encore à une tempête passagère, découvrit qu'un petit pays venait de redéfinir la fierté comme une politique publique. Le premier effet fut interne, un changement de rythme dans tout le pays. Les camions qui partaient jadis vers les ports étrangers livraient désormais les chantiers locaux. Les villes respiraient un air nouveau, chargé de bruit et de poussière, mais aussi de travail. Les statistiques confirmaient la mutation. La production transformée sur place dépassait 55% du volume annuel, un record pour la région. Dans les discours officiels, Ibrahim Traoré parlait de indépendance mesurée en heures de travail, non en tonnes exportées. Les prix du coton chutèrent brièvement avant de se stabiliser. Les filatures tournaient juillamment jour et nuit, les ingénieurs projetaient de doubler la production avant la fin de l'année. Les microcrédits accordés aux coopératives rurales stimulaient l'entrepreneuriat féminin. Des marques locales apparurent à Bobo-Dioulasso et à Koudougou. Les salaires modestes circulaient dans les marchés, renforçant la consommation intérieure. Pour la première fois, la croissance ne dépendait plus des cargaisons vers Marseille ou Rotterdam, mais des heures travaillées à domicile. Les effets sociaux furent visibles presque immédiatement. Les femmes devinrent les piliers d'un nouvel artisanat industriel. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, trouvaient une raison de rester. Les écoles professionnelles se remplirent, les enseignants adaptèrent les cours à la filière textile.
Dans les villages, on célébrait la saison du travail. Une phrase revenait sur les ondes. Mieux vaut une courte faim qu'une longue humiliation. Ce slogan, simple mais puissant, remplaçait des décennies de résignation. Au-delà des frontières, le mouvement fit école. Le Mali et le Niger annoncèrent la création d'un corridor du coton pour partager leurs infrastructures. L'Union africaine utilisa pour la première fois l'expression souveraineté industrielle ouest-africaine. Les chancelleries européennes s'inquiétaient d'un bloc textile sahélien. Et à Washington, des analystes demandaient « Que se passera-t-il si l'Afrique cesse de vendre ses matières premières ?» Au fond, le Burkina Faso n'avait pas simplement redessiné une carte commerciale, il avait redéfini le sens du mot valeur. Et dans cette redéfinition silencieuse, Ibrahim Traoré était devenu, malgré lui, le visage d'un continent qui apprend à compter autrement, non en devises, mais en dignité. Dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso maintient le cap. Les 4 raffineries atteignent 85% de leur capacité d'ici la fin de l'année. La production textile intérieure couvre près de la moitié de la demande nationale, tandis que les exportations se réorientent vers l'Asie et les pays de l'alliance AES. Les tensions commerciales persistent, mais restent gérables. Le pays gagne lentement en stabilité, au prix d'une inflation modérée et d'une discipline budgétaire stricte. Ibrahim Traoré devient alors le garant d'un équilibre fragile, mais inédit, une souveraineté partielle, enracinée dans l'industrie. Dans cette version, la diplomatie africaine s'organise. Le corridor du coton Mali-Niger-Burkina se consolide, créant un bloc textile intégré. Des investisseurs turcs et chinois signent des accords à long terme pour contourner les barrières occidentales. Les emplois dépassent la barre symbolique des 250 000. Le tissu burkinabé, exporté vers le continent, devient un emblème politique autant qu'économique. Les chaînes d'approvisionnement s'adaptent. Le pays devient un cas d'école de désoccidentalisation industrielle. L'effet d'entraînement s'étend au Ghana et au Tchad, dessinant un nouveau pôle de croissance sahélien. Mais un autre chemin reste possible. Si les sanctions s'alourdissent et que les devises s'épuisent, les usines pourraient ralentir, les salaires stagner et les importations vitales se raréfier. Les tensions sociales ressurgiraient, alimentées par la fatigue et la sauce du coût de la vie. Les partenaires régionaux sous pression pourraient réduire leur soutien. Ce scénario, redouté mais surveillé, rappellerait la fragilité d'un projet né d'une révolte. Entre ces 3 avenirs, le facteur décisif reste la cohérence. Une nation peut supporter la pénurie, mais pas la contradiction. Et pour Ibrahim Traoré, la vraie épreuve commence lorsqu'il faudra tisser la stabilité aussi serrée que le coton qu'il a voulu libérer. Dans les rues de Ouagadougou, les chiffres ne disent plus grand-chose. Ce qui se voit, c'est la transformation silencieuse des gestes quotidiens. Les ouvriers qui entraient à l'usine à l'aube, les femmes qui tissaient dans des hangars ouverts, les enfants qui apprennent à compter en métrage de tissu plutôt qu'en pièces de monnaie, la révolution a quitté les discours pour habiter la routine. Les familles parlent désormais de saison de travail. Les anciens mesurent le temps non plus selon la pluie, mais selon les livraisons de fil. Dans les écoles, des enseignants expliquent comment une machine à tisser peut changer une économie entière. Le pays vit au rythme de ce qu'il produit, et non plus de ce qu'il attend. Ibrahim Traoré sait que cette énergie collective est sa plus grande ressource. Il parle rarement de victoire, mais souvent de continuité. Notre dignité doit survivre à notre enthousiasme, car au-delà des ateliers et des rapports économiques, le vrai défi commence quand la fierté doit se convertir en compétence. Pour les jeunes, cela veut dire apprendre un métier avant de rêver d'un poste. Pour les entreprises, cela signifie acheter local, même quand c'est plus lent. Et pour les citoyens, cela revient à soutenir cette mutation, un vêtement à la fois. Il ne s'agit pas seulement de coudre du coton, mais de recoudre un lien, celui entre le travail et la valeur. Et si la richesse d'un pays tenait moins à ses ressources qu'à sa persévérance collective, le gouvernement ne se contente plus d'un discours. Une feuille de route, datée et chiffrée, guide désormais la transformation. Les lycées techniques et les centres de formation
reçoivent de nouveaux programmes textiles. D'ici 2 ans, 10 000 jeunes devront maîtriser la filature, la teinture et la maintenance industrielle. Chaque diplôme sera lié à un emploi garanti dans les raffineries régionales. Un plan énergétique associe barrages, solaire et biomasse. Les usines doivent fonctionner sans dépendre entièrement des importations de carburant. Cette autonomie énergétique devient la colonne vertébrale du projet. Un fonds de souveraineté industrielle, alimenté par la Banque centrale de l'AES, soutient les coopératives locales. L'objectif, stabiliser la monnaie nationale et protéger les marges contre la spéculation extérieure. De nouveaux circuits logistiques relient les villages producteurs aux ateliers urbains. Des routes secondaires sont rénovées pour réduire de 30% le coût du transport interne. Tous les trimestres, un rapport public publie les chiffres, emploi, énergie, production, exportation. Transparence contre méfiance, tel est le mot d'ordre. Ibrahim Traoré insiste sur la méthode. Un rêve qui n'a pas de calendrier reste une prière. Et le calendrier du Burkina Faso désormais avance à la cadence des métiers à tisser. Pas à pas, fibre après fibre, une industrie se tisse aussi solide qu'une conviction. Sous la lumière du soir, Bouraïma termine son quart à la raffinerie de Bobo Dioulasso. Les machines ronronnent comme des tambours lents. Autour de lui, de jeunes ouvriers plaisantent, les mains encore poudrées de coton. Il se souvient du temps où son champ nourrissait d'autres continents. Aujourd'hui, il nourrit son propre pays. Sur un mur, quelqu'un a peint une phrase d'Ibrahim Traoré. « Nous ne vendons plus notre effort au rabais. » Bouraïma sourit. Il ne comprend pas tous les discours politiques, mais il comprend ce bruit, celui du travail qui reste ici. Le coton n'est plus une promesse lointaine, c'est une preuve quotidienne. Dans les écoles, les enfants apprennent désormais que la richesse n'est pas ce qu'on extrait, mais ce qu'on transforme. Dans les marchés, les femmes vendent des étoffes qu'elles ont cousues, fières de leur couleur. Le pays ne cherche plus à ressembler, il cherche à appartenir. Un vieux proverbe circule de bouche en bouche. Celui qui tisse son tissu ne craint pas le froid. Et dans ce fil, la révolution a trouvé sa chaleur. Le coton du Burkina Faso n'est plus une marchandise, c'est un miroir. Il reflète la patience, la dignité, la lenteur assumée d'un peuple qui apprend à se reconstruire. Derrière chaque fil, il y a une main, un espoir, une mémoire. Et dans chaque étoffe, un pays qui se raconte autrement. Ibrahim Traoré le sait. La souveraineté n'est pas un drapeau, mais une pratique quotidienne. C'est dans l'usine, dans la salle de classe, dans la ferme que se rejoue le destin d'un continent. La rébellion du coton a cessé d'être un cri, elle est devenue un rythme, celui des métiers à tisser, du souffle collectif, des gestes répétés qui fabriquent un avenir. Alors, la question n'est plus de savoir si le Burkina Faso a eu raison. La vraie question est ailleurs. Et si chaque nation décidait à son tour de tisser sa propre dignité ?